Merci beaucoup, M. Dubuc. Merci à vous d'être là si tôt, le matin, pour certains, ou si tard pour d'autres, ça dépend à quelle heure vous vous levez, et pour échanger sur un défi considérable. C'est celui, finalement, de participer avec toute la délicatesse qu'il faut, mais la détermination nécessaire aussi, à la continuation de la renaissance du centre de la ville, du centre-ville. Parce qu'on en arrive à s'imaginer que le centre-ville se mesure à la hauteur des édifices qui s'y trouvent. Ça peut être vrai à certains points de vue, au point de vue de la ville moderne, mais ça ne l'est pas par rapport à l'histoire d'une ville, à la vie qui a commencé ici. Je vais vous parler de ce que j'ai connu à Québec. Je ne vous parlerai pas de ce que j'ai connu à Montréal, bien que j'ai eu des bureaux à un moment donné dans le Vieux-Montréal ici. Je pensais avoir des affaires ici, mais finalement, la route 20 m'a découragé complètement et j'ai pu travailler à partir de Québec. Donc, je me suis concentré sur Québec et ça, c'était avant la mairie. Ma présentation va suivre un peu le modèle qu'on a quand on pitonne, puis qu'on n'est pas très familier, qu'on pitonne pour aller chercher Google Earth. C'est-à-dire qu'on part de gros, on arrive à tout petit. Le tout petit, qui est pour nous très important, c'est le cœur de la ville. Mais on ne peut pas non plus penser au cœur de la ville sans avoir en tête l'histoire de l'évolution du territoire autour. Le cœur de la ville n'est pas en compétition avec les centres commerciaux, n'est pas en compétition avec la ville nouvelle, n'est pas en compétition avec les tours à bureaux qui poussent ici et là où c'est possible. Le cœur de la ville doit cependant se faire respecter, être respecté, et pour ça, il a besoin de gens qui l'aiment, qui ont un lien émotif avec la partie historique qui y est représentée et qui veulent en faire, dans la dignité, un lieu majeur, le lieu, le cœur de l'espace urbain. Quand j'ai été élu avec mon équipe en 1989, c'était un parti qui était le parti jumeau du parti de Jean Doré à Montréal. On faisait les mêmes affaires, on se copiait, on se parlait. La première visite que j'ai faite en dehors du territoire de Québec, je l'ai faite à Lévis pour marquer qu'on devait établir des liens entre nous et travailler ensemble. Et la deuxième, ça a été ici à Montréal. Et je me souviens, en fouillant dans mes papiers, d'une photo où je marchais avec Jean Doré en face de l'hôtel de ville. Et déjà, on discutait de la façon de faire les choses. On s'est inspiré des conseils de quartier de Jean Doré, mais on les a modifiés. Lui avait fait des conseils de quartier où il y avait une fonction administrative exercée par des bénévoles dans la gestion, l'évolution d'un quartier. Évidemment, quand tu as des bénévoles, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de moyens, ils ne sont pas formés pour gérer un quartier. Et dès que tu leur mets 3 pages de travaux de comptabilité ou de gestion, tu les emmerdes parce qu'ils c'est pas du cheap labor pour une ville. Et donc, on s'est dit, on va faire des conseils de quartier à Québec, mais on va les faire sans responsabilité administrative, mais avec des responsabilités politiques. Donc, les gens qui se réunissaient dans les conseils de quartier étaient des gens qui voulaient s'occuper de leur espace urbain et ils étaient élus. Et on mettait à leur disposition un mécanisme qui menait à une élection. Quand il y avait, je pense que c'était 500 personnes qui signaient un document disant « on veut un conseil de quartier », le processus s'enclenchait. Donc ça, c'était pour la Ville de Québec. Mais cette Ville de Québec était entourée de 12 autres villes qui, elles, se sentaient en compétition féroce avec la Ville de Québec. La Ville de Québec, elle, c'est une vieille ville, comme Montréal à certains points de vue, pas beaucoup plus vieille, mais quand même une 50aine d'années. Et c'est une vieille ville qui avait le poids des vieilles villes, c'est-à-dire que beaucoup des services centraux à l'ensemble de la région qui s'étaient développés au fil des années étaient portés par la ville centre, la Ville de Québec. La ville avait 190 000 habitants quand je suis arrivé en 1989 avec mon équipe. Je parle de mon équipe et je vais revenir là-dessus. 190 000 habitants qui devaient s'occuper largement du transport en commun, du maintien de vieux bâtiments historiques, presque toute seule, parce que les gouvernements supérieurs, qu'on appelle supérieurs juste parce qu'on ne trouve pas d'autres mots, là, ils ne sont pas aussi supérieurs que ça, les gouvernements supérieurs n'avaient pas beaucoup d'argent et quand ils en avaient, ils venaient dépenser à leur façon sur notre territoire, ce qui ne faisait pas nécessairement l'affaire des gens de la ville.
Donc, on vivait avec des planifications enchevêtrées. Le fédéral avait sa planification sur son territoire, les espaces aéroportuaires, les espaces portuaires, les espaces publics, certains grands parcs, etc. Et se faisait des priorités. La province avait ses priorités pour certains bâtiments historiques, etc. Et la ville en dessous, un peu écrasée par tout ça, devait se démerder pour se développer sans tomber dans la paresse. Parce que la paresse, c'était on va raser ce qui est vieux, puis on va laisser construire les promoteurs. Puis eux, il n'y a pas de problème. Si vous leur donnez de l'espace prime space dans les vieux quartiers, ils vont le prendre. Pas tous. Il y en a qui respectent ça. Mais beaucoup vont dire, bon, puisque c'est vide, on démolit ou on laisse un méchant bulldozer reculer par inadvertance sur un vieil édifice. Bien là, il ne peut pas être construit, donc on le démolit, etc. À Québec, on a eu des exemples de ça, notamment quand on arrive sur Dufresne, en haut de Dufresne-Montmorency, là, il y a un espace où il y avait les pères de Saint-Vincent-de-Paul, je pense, qui étaient là, ou je ne me souviens pas lesquels. Et ça a été vide, ça a été abandonné. Ça l'est encore en partie. Le propriétaire hésite pas. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Il le sait très bien, ce qu'il lui veut faire. Mais il sait très bien que la Ville ne voudra pas qu'il le fasse. Alors, il s'agit de trouver des élus qui, à un moment donné, sont distraits, puis ouf, on réussit à passer un bout de règlement et tout ça. Bon, je ferme la parenthèse. Au début, il y a un parti politique municipal qui s'appelle le Rassemblement populaire. Le Rassemblement populaire était dans l'opposition en 1989 depuis 20 ans. Les deux partis, le parti qui précédait, qui s'appelait Élection civique, était au pouvoir avec deux maires depuis 24 ans. Ensemble, ils se sont succédés dans le même parti. Le Rassemblement populaire était composé essentiellement de jeunes ou d'intellectuels, des architectes, des gens qui enseignaient à l'université. Il y avait beaucoup de racines dans l'université qui alimentaient le Rassemblement populaire. De sorte que ces gens-là avaient du développement de la ville une certaine idée. Ils avaient, pour les plus âgés, qui s'étaient fait mordre à l'occasion par l'administration municipale, une certaine idée aussi de la démocratie. Et on arrivait à fusionner ces deux choses-là, la démocratie municipale et un développement respectueux de la ville. Ça, c'était le Rassemblement populaire, qui s'était fait battre pendant 3 ou 4 termes électoraux. Ils avaient, si ma mémoire est bonne, 4 conseillers sur 21 à la Ville de Québec. Et puis c'était toujours à chaque fois, ça montait tranquillement, mais pas assez vite pour aller rejoindre le pouvoir. En 89, ils sont venus me voir. Puis j'avais écrit dans Le Soleil, puis j'écrivais dans Le Devoir une chronique le samedi. Puis ils ont dit, on lit ce que tu écris et on aimerait ça que tu sois candidat. Ben, j'ai dit, je vais vous aider à vous trouver quelqu'un. Parce que moi, je n'avais pas envie d'aller en politique municipale. Ce n'était pas un choix à planifier. Et j'ai commencé à chercher quelqu'un qui irait avec eux défendre leurs idées et les piloter. Ils avaient besoin de quelqu'un de crédible. Ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait leur philosophie politique, leurs choix. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui ne ferait pas peur à la Chambre de commerce trop, qui ne ferait pas peur à ceux qui ne croient pas aux intellectuels en politique. Parce que pour beaucoup de monde, un universitaire, c'est un intellectuel. Ce qui n'est pas toujours vrai, là, mais ça se présentait comme ça. L'élection a eu lieu et mon opposant était Jean-François Bertrand, qui avait été ministre au Parti québécois, ministre des Communications. Moi, j'étais ministre des Communications au Parti libéral de Robert Bourassa, première génération. Et on se retrouve en opposition, on se connaît, on n'est pas des ennemis. On se retrouve en opposition pour l'élection, lui avec le vieux parti, puis moi avec le nouveau parti, le RP. Et on s'est affronté à l'élection et on a vu tout de suite se dégager 2 types d'orientation pour la ville. La première, qui était la continuation de ce que l'Action civique faisait, c'est-à-dire on va redévelopper le vieux centre-ville avec essentiellement des fonctions commerciales modernes. Mon prédécesseur avait un projet qui se défendait, qui consistait, là où est le Jardin Saint-Roch, pour ceux qui connaissent Québec, à construire une grande surface. Et il la voulait française autant que possible. Il voulait intéresser
soit les Galeries Lafayette, soit l'équivalent, pour venir s'installer à Québec, un événement commercial français au cœur de Québec. Ça se défend sur le plan de l'image. Mais un espace commercial de cette envergure supposait un stationnement étagé à côté pour que les gens arrivent par l'autoroute, entrent dans le stationnement, aillent faire leur course et repartent. Et nous, au Rassemblement populaire, on disait non, c'est pas ça qu'il faut faire. Pas moi, mais les gens qui étaient dans le parti, les gens qui s'intéressaient au développement urbain. Ils ont dit c'est fini l'époque. Ce genre de choses-là, c'est fini dans les vieux centres-villes. Ça va tuer ce qui reste de vivant dans le quartier. On s'est affronté un peu là-dessus. Au Rassemblement populaire, on arrivait avec des slogans, parce qu'on en a toujours en politique, qui disaient ça va faire plaisir, ça avait fait plaisir à du monde dans le temps, il faut redonner la ville aux architectes. Alors, il y avait eu des applaudissements, mais j'avais reçu un coup de téléphone de Bernard Lamarre, qui était à l'ordre des ingénieurs avec eux dans le temps. C'était « Qu'est-ce que vous voulez dire par là? » Alors là, j'ai rencontré M. Lamarre, qui est venu à mon bureau, puis il m'expliquait qu'il ne fallait pas parler comme ça contre les ingénieurs, puis je ne voulais pas parler contre les ingénieurs, mais je voulais qu'on fasse de la place aux créateurs, aux innovateurs dans la ville. Redonner la ville à ceux qui sont capables de la penser globalement. Les urbanistes, les architectes, etc. Et je disais à M. Lamarre, mais ça, ce n'est pas votre métier. Il dit, oui, mais on en engage, nous, des gens comme ça. Je dis, oui, mais quand vous les engagez, ils n'ont pas beaucoup de place autour de la table à dessin. Si vous faites du travail d'ingénieur, c'est bien fait, mais ce n'est pas ça qu'on veut à Québec. Là. Moi, en tout cas, avec mon équipe, on ne veut pas ça. On a discuté pendant un certain temps de ça, et finalement, ça, c'était pendant la campagne électorale, au tout début du mandat. On a été élus. On a été élus avec un projet de centre-ville, là où était, au quartier Saint-Roch. Et en réfléchissant à tout ça, on s'était aperçu pendant la campagne électorale et un peu après que finalement, le centre-ville, attention, ce n'est pas là où il y a le Parlement, c'est pas Place Diouville, c'est pas... c'était dans Saint-Roch, le centre-ville. Le vrai centre-ville était là. Le centre-ville historique était là. J'étais en train de mourir parce que la population avait baissé. Et ceux qui habitaient dans ce coin-là, souvent, étaient des gens qui n'avaient pas les moyens d'en partir. C'était un quartier dont la ville traditionnelle de Québec s'était peu occupée. On avait démoli, on avait assaini, il y avait des maisons pas de cave, on rasait ça. Ça faisait de l'espace vide. Et le journal de l'époque avait baptisé ce quartier-là Plywood City. Parce que c'était placardé partout. Tout était à vendre. L'élection a lieu sur un projet du Rassemblement populaire qui visait essentiellement la réhabilitation du vieux quartier et un projet de l'Action civique qui voulait construire là des outils pour faire concurrence au centre d'achat. Ça, c'était une clé. Est-ce que l'objectif est de faire concurrence au centre d'achat avec un centre-ville? On peut le penser. C'était la fin de l'action des années 50, je pense. On avait un mail, et le mail de Québec avait été construit à peu près au moment où on démolissait le mail Rideau à Ottawa. Moi, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. J'ai connu le mail Rideau, mais je l'ai connu surtout quand ils l'ont défait. Pendant ce temps-là, Québec était inscrit au livre des records Guinness pour avoir la plus longue rue couverte au monde. C'était le mail Saint-Roch. Une rue couverte, notre réglementation puis nos lois ne sont pas faites pour ça. Mais ça demeure une rue. Et donc, tu ne peux pas passer la déneigeuse dans un mail pour... Il y a un toit. Donc, il faut que tu chauffes l'espace en été, en hiver, puis il faut que en été, tu donnes un peu de fraîcheur dans cet endroit fermé. Les commerçants du mail tenaient à cette situation parce que le mail, dans le fond, les aidait à chauffer leur commerce, puis à les climatiser. Les portes s'ouvraient, puis la chaleur entrait, puis ensuite les portes s'ouvraient l'été, puis la fraîche entrait dans les commerces. Comment repenser le centre-ville? Et là, la chose la plus importante, c'est la réflexion, finalement, ensemble. Il faut que, ce n'est pas une idée du maire tout seul, c'est tout le monde ensemble, on brassait ça au parti, et pendant la campagne, et ensuite quand on a été élu.
Et les idées nous venaient du milieu universitaire essentiellement. La première chose qu'on a constatée, c'est qu'on ne devait pas essayer de concurrencer le centre d'achat par le centre d'achat. En d'autres mots, si on faisait un centre commercial là où il y avait de la décrépitude, on aurait un building qui paierait des taxes, on aurait des commerces, mais tous les commerces qui étaient en train de mourir autour mourraient un tout petit peu plus vite. On s'est dit, on ne peut pas faire ça. Deuxièmement, quand tu vas au centre d'achat, au vrai centre d'achat, que ce soit à Anjou ou ailleurs, tu peux stationner, ça ne te coûte rien, tu marches jusqu'à ton commerce, tu as des loisirs pour les enfants, tu as du fast-food, tu as tout ce que tu voudras. Tu arrives au centre-ville, tu es complètement crampé. Il faut que tu payes ton stationnement, d'abord il faut que tu le trouves, puis il faut que tu le payes, puis c'est hostile à la fonction centre commercial. Première décision, si on ne peut pas concurrencer le centre d'achat, on va essayer de développer le centre-ville dans tous les secteurs qui n'intéressent pas les centres d'achat. Tu ne trouveras pas un commerce de piano dans un centre d'achat. Ce n'est pas une place pour développer des commerces qui s'adressent à la culture. Ce n'est pas une place pour développer des fonctions urbaines. C'est une place pour vendre des chaussures. Et si tu cherches des chaussures blanches, à talons de telle hauteur, si quand tu as fait 2 magasins, tu ne les as pas trouvés, tu ne les trouveras nulle part, parce que c'est toute la même chose partout, sauf que c'est placé autrement. Donc, on s'est mis à penser que la réhabilitation du centre-ville se ferait autrement que par le centre d'achat. Tu ne peux pas faire ça tout seul non plus. Il faut des commerçants qui acceptent de faire ça. Et ceux qui restent sur place se disent, nous, on est en train de crever, on ne va pas prendre nos dernières énergies pour rebâtir quelque chose dont on sait que ça n'a pas marché dans les dernières années. J'ai rencontré... Après l'élection, j'avais rencontré monsieur, son nom, j'ai des petites faiblesses de mémoire des fois, là, le magasin La Liberté à Québec. Et c'est un homme respectable, un homme respecté, que j'aimais beaucoup. Je n'étais pas engagé politiquement, mais en même temps, il avait des valeurs, il avait des principes. Et je lui demande de le rencontrer et j'ai pris une suite dans le Holiday Inn dont les fenêtres donnaient sur Saint-Roch. Et on a déjeuné dans la fenêtre. Puis j'expliquais ce qu'on voulait faire. Il m'écoutait. Puis il souriait à l'occasion. Puis il continuait à m'écouter. Puis quand j'ai eu fini, j'avais fait de mon mieux pour lui présenter tous nos projets qui nous stimulaient et tout ça. Il m'a dit, c'est beau, mais ça ne marchera pas. Psh, tu dégonfles, là, tu dis shit. Puis c'est dur d'entendre un homme comme ça, qui n'est pas ton ennemi, qui n'est pas... Mais ça ne marchera pas. Et là, il m'a expliqué pourquoi ça ne marcherait pas. Il m'a dit, ça ne marchera pas parce que les choses se font autrement. Il dit, moi, j'ai 78 ans. Je viens de donner mon commerce à Liberté à mes 2 filles. Et ils sont en train de tout chambarder là-dedans. Il dit, on avait de la quincaillerie, on avait toutes sortes de choses. Ils sont en train de tout chambarder, puis ils veulent se limiter à la mode dans certains domaines, puis ils vont reconvertir une partie du building dans des appartements qui vont être des appartements câblés, là, des appartements où on peut travailler à domicile. C'est un peu ce qu'on avait en tête, nous, d'avoir un quartier qui soit comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher, leur affaire, mais il dit, moi, je ne crois pas à ça. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que c'est ses filles qui s'en allaient dans la bonne direction par rapport à nous. Pas lui. Pas parce qu'il ne voulait pas. C'est parce que tu ne demandes pas à quelqu'un qui a failli se faire écraser par le commerce d'être celui qui va refaire le quartier autrement. Ils sont des témoins, ils sont devenus des témoins qui ont souffert de ce qui s'est passé dans Saint-Roch. Par contre, ces filles y croyaient. J'ai rencontré les 2 filles, puis elles m'ont expliqué dans le détail ce qu'elles voulaient faire. Qu'est-ce qui s'est changé ici, là? Et elles m'ont décrit leur projet. On avait un programme à la ville qui consistait à aider à la réfection des façades des bâtisses sur la rue Saint-Joseph. Ce programme-là payait une partie des façades, mais ne s'occupait pas de l'intérieur. Parce que pour une ville, ce qu'il y a dans le building, ce n'est pas de nos affaires. Mais la façade a une valeur pour la ville. Les façades sont un signal de développement. Donc, on s'est dit, c'est mon prédécesseur qui a fait ça, un programme pour aider les façades. Mais quand les façades sont cachées par le mail, le toit du mail venait les limiter, on ne les voyait pas. On a enlevé le toit du mail morceau par morceau par morceau pour ne pas déranger trop les commerçants.
Et on a découvert derrière le toit du Mail des façades d'édifices absolument magnifiques, que personne ne voyait plus, dont on ne se souvenait pas. La pharmacie Brunet, par exemple, qui est dans Saint-Roch, est la plus vieille pharmacie au Canada. Tu notes des choses comme ça, puis tu t'aperçois que ton centre-ville est un vieux centre-ville au sens historique du terme. Et ceux qui n'ont pas de connaissance de l'histoire pensent que quand on parle de vieux, ça veut dire vétuste. C'est vieux. Mais comme on dit la vieille capitale, ce n'est pas parce qu'elle est vieille, c'est parce que c'était l'ancienne capitale. Il y a des gens qui ont pensé que, c'est une parenthèse, là, que vieille capitale, il fallait faire disparaître ça, puis qu'il fallait faire venir quelqu'un qui va nous changer notre image, etc. Comment est-ce qu'il s'appelait, le gars? Je ne me souviens pas, là. Rapaille. C'est ça? Ouais. La bombe le supportait un bout de temps, puis il l'a mis à la porte parce que lui, il n'était pas conscient de ça. Il pensait que la vieille capitale, ça faisait référence à quelque chose de vieux qui ne bougeait plus, puis qu'il fallait revamper tout ça sur le plan de l'image. Il avait raison à certains points de vue qu'il faut revamper. Mais revamper dans la dignité puis dans la fierté. Il faut que les gens soient fiers de leur ville, de leur centre-ville. Un autre point qu'il faut noter. La fierté est une des énergies fondamentales du redéveloppement d'un quartier. Il faut que les gens qui l'ont choisi en soient fiers au fur et à mesure qu'il se développe et qu'il se respecte dans son développement. Ça ne veut pas dire qu'on met à la porte tous ceux qui ne font pas de l'artisanat, là. Ça veut dire qu'on respecte à la fois le bâti et en même temps l'esprit du lieu. Et l'esprit du lieu, fondamentalement, c'est une sorte de mixité entre le commerce, entre les affaires dans le vieux Montréal, le vieux Québec aussi. Et on a les mêmes noms de rue d'ailleurs, la rue Saint-Pierre, la rue Saint-Paul. C'est les mêmes noms de rue à Québec que ça. Et si vous regardez comme il faut les vieux édifices à Québec, vous allez voir là, dans les vieilles peintures sur les murs en haut, là, les noms de banques. La Banque de Montréal, la banque qui sont incrustées là parce que c'était Saint-Pierre, la rue des banques. Les banques sont parties pour Montréal assez tôt, quand les chantiers maritimes se sont développés et que c'est devenu des bateaux construits pas en bois, mais en métal, etc. Et l'économie de Québec s'est glissée vers Montréal. Et Québec est devenu, avec son centre, un centre qui était pas mal engourdi, vieux, au sens qu'il n'y avait pas eu d'effort de fait. Là, je suis dans le passé. Là. Je pars du passé pour arriver à ce qu'on a fait à Saint-Roch après. Dans le passé, dans les années 60, le gouvernement a choisi de réhabiliter Place Royale, qui était identifié comme le lieu d'installation des Français en Amérique du Nord. Le premier, après Port-Royal, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était là, la chapelle et tout ça. Et ça s'est fait par des spécialistes à la barre qui déterminaient comment on pouvait faire les choses et qui ont voulu recréer avec une grande exactitude les bâtiments. Si les clous avaient une tête carrée, bien, on prenait des clous à tête carrée, puis s'ils étaient faits à la main, on essayait de trouver des forgerons pour les faire. Ça mange un budget, ça, monsieur, madame. Et Place Royale a été restaurée sur cette base-là. Tellement que le quartier a été, tout simplement, embaumé. De l'extérieur, c'est joli. De l'intérieur, on n'a pas accès. C'était quoi la vie, là? Alors, on voit les touristes aujourd'hui qui se promènent, qui viennent de partout, qui se promènent dans le Vieux-Québec, puis ils regardent les murs. Il y a un endroit qui est un centre d'interprétation, mais c'est tout. Tout le reste, c'est des fenêtres fermées, c'est des activités paraculturelles, mais c'est essentiellement des bureaux. Quelques logements qui ont été mis en location par les autorités de la province à l'époque, et ceux qui ont été les premiers au courant de cette location, qui étaient ceux qui travaillaient proche du dossier, évidemment, se sont trouvés des logements de haute qualité à bon marché. Puis avec la régie du loyer, bien, tu ne sors plus de là. Tu restes là. Alors, le vieux Québec, c'est devenu finalement un lieu touristique largement embaumé. On va le prendre comme ça. La rue Saint-Paul est devenue, par la force des choses, d'une certaine façon, une rue que les antiquaires se sont appropriées. Et mon prédécesseur a eu la brillante idée, avec ses conseillers à la ville, de dire on va protéger ce métier-là dans ce coin-là.
les œuvres d'art, les antiquaires, on va les protéger pour pas que, dès que les affaires vont bien, ils se fassent mettre à la porte puis que ça devienne McDonald's, puis Tim Hortons, etc. Et donc, il y a des petits restaurants, mais il n'y en a pas beaucoup, des nouveaux, qui s'insèrent bien, puis c'est très, 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 très sévère de ce côté-là. Le vieux Québec traditionnel, c'était ça. Mais le centre-ville, c'était Saint-Roch. Puis là, à Saint-Roch, bien, l'administration antérieure avait d'autres façons de voir le centre-ville, et ça passait largement par la démolition, puis par la reconstruction d'édifices neufs. Des choses de qualité ont été faites. La bibliothèque Gabriel-Leroy, qui a été construite, a été longtemps une bibliothèque innovatrice pour la dimension de la ville de Québec et qui a fait exemple ailleurs. Le responsable de cette bibliothèque arrivait de l'Outaouais, c'était Sauvageau, Philippe Sauvageau, et dans l'Outaouais, c'est lui qui avait mis au point la bibliothèque itinérante où on prêtait des œuvres d'art, où on prêtait des vidéos, on prêtait ça aux gens chez qui la bibliothèque arrivait. C'était formidable, ça. Ça a marché longtemps. La bibliothèque centrale de presse, ça s'appelait, si ma mémoire est bonne, à Ottawa. Et Sauvageau a pris la bibliothèque Gabriel-Leroy. Il a ensuite pris la bibliothèque du Parlement. Mais plus il s'approchait du centre du pouvoir, plus c'était difficile de faire ça. Mais il avait innové en termes de bibliothèque et Gabriel-Leroy a été une bibliothèque toujours ouverte où tu pouvais aller. À l'époque, ça fait déjà 20 ans, là, 25 ans, où tu pouvais aller emprunter pour pas cher des œuvres d'art puis les garder pendant 6 mois, 1 an, 3 mois, mettre sur ton mur dans ton appartement. Des lithos, des choses comme ça, etc. Donc, il y avait des efforts de fait. Le quartier respirait, mais il respirait largement sur la base de choix très personnels qui étaient faits. À l'élection de 89, je reviens avec mon Google, donc tu avais deux grandes visions qui s'opposaient en substance. Une qui était essentiellement basée sur le développement de type économique et commercial du Vieux-Québec pour que les commerces qui étaient là puissent continuer à respirer, et une autre qui était celle de mon parti qui avait comme trame de fond la culture et l'histoire. Évidemment, on s'est fait traiter de tous les noms par toutes sortes de monde. Et j'évite de mentionner le nom du soleil, là, mais Alain est au courant de ça. C'est l'expression Plywood City avait été inventée par un journaliste du Soleil. Et les gens disaient, mais c'est des pelleteux de nuages en parlant de nous. Tu te sens un peu... N'importe qui était dans l'autre camp se serait senti insulté, mais les gens chez nous trouvaient ça correct, là, qu'on est tous des pelleteux de nuages. Et Paul Hébert était venu à une assemblée pendant la campagne électorale où on avait décidé de réunir les gens par corps d'intérêt, la culture, l'économie, le commerce, etc. Et un journaliste avait dit oui, mais l'opposition vous traite de pelleteux de nuages. Et avant que j'ai pu répondre, Paul Hébert a levé la main, il n'était pas supposé parler, il était dans la salle. Il s'adresse au journaliste, il dit monsieur, avec sa belle voix là, que vous connaissez, Paul Hébert dit monsieur, si un jour vous voulez voir le soleil, il faut pelleter quelques nuages. Et ça nous avait remonté cette phrase-là. Là, ça... On s'est tous abonnés au soleil. Non, c'est pas. mais alors, tu comprends, on cherchait le moyen de retrouver le sens de la ville de Québec. Quand on cherche assez profondément, on s'aperçoit que la première chose à faire, c'est d'écouter la ville. C'est d'écouter le silence de la ville à travers lequel passent des bruits de ce qu'elle est, de ce qu'elle a envie d'être. Et ces bruits ne passent pas nécessairement par les entreprises, c'est des individus, c'est des créateurs. Moi, je me souviens d'avoir été fortement impressionné par un monsieur qui s'appelait, je ne me souviens pas de son prénom, Fortier, qui avait, là où il y a le jardin Saint-Roch aujourd'hui, qui avait fait un petit... La rue s'appelle l'îlot Fleury. Fleury, F-L-E-U-R-Y. Mais lui, il avait appelé ça l'îlot Fleury avec IE. Et il avait fait un petit terrain, il avait pris un petit terrain qui appartenait à la ville, tout petit, puis il avait planté des fleurs. Alors, les journalistes, c'était un événement, ils sont allés voir ça. Puis les journalistes lui disaient, oui, mais ils vont arracher votre jardin quand ils vont faire des choses ici. Il dit, c'est pas grave. Moi, je voulais tout simplement leur rappeler que c'est ça qu'il faut faire ici. Puis le jour où ils vont faire plus beau que ce que je fais là tout seul, tant mieux. Et là,
tu t'aperçois que le milieu culturel est prêt à embarquer sans garder pour lui toute l'exclusivité du lieu. Effectivement, l'îlot fleuri a disparu et on a procédé à la réhabilitation de cet espace-là en créant le Jardin Saint-Roch. Là aussi, quand on a eu l'idée de travailler sur cet espace-là, qui était le plus laid de la ville, un espace vraiment abandonné par l'administration, qui voulait là faire son centre d'achat, c'est Galerie Lafayette, mais autrement, il n'y avait rien à faire. J'ai lu à ce moment-là, dans un magazine ou dans un journal, je ne me souviens pas, un article sur la réhabilitation du quartier St. Lawrence à Toronto, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Je suis jamais allé à Toronto voir ce quartier-là. Et on décrivait le travail qui avait été fait par Kenneth Greenberg, qui est un urbaniste, qui était l'urbaniste de la ville de Toronto. Et il décrivait qu'il avait choisi de réhabiliter ce quartier, St. Lawrence, à la fois parce que c'était un des plus abîmés de Toronto, mais aussi pour donner l'exemple de ce qu'on peut faire. Ayant lu ça, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé à Toronto, j'ai rejoint M. Greenberg, que je ne connais pas. Puis, en sortant mon meilleur anglais, je lui ai demandé si je pouvais aller le rencontrer à Toronto. Il me répond en français impeccable. Là, tu ravales un peu ton préjugé. Et il me dit non, c'est pas nécessaire parce que moi, je vais faire du ski au Mont-Saint-Anne à peu près 2 ou 3 fois par année. Puis j'y vais dans 15 jours, puis je vais ajouter une journée à mon agenda, puis j'irai vous voir. Kenneth Greenberg est venu à Québec, il a passé la journée à parler avec nous, à discuter, puis à prendre des notes. Ça ne nous a pas coûté un sou. C'était un homme qui était tellement convaincu de l'importance de son métier, de sa profession, qu'il était prêt à la partager. C'est le genre d'esprit qu'on cherche dans un quartier, dans une ville. Des gens qui y croient assez pour se donner à ça. Tout en sachant qu'ils représentent 1,5% de la population, c'est pas grave, aussi longtemps qu'ils sont là, eux autres. Si on essaye de convaincre les gens de faire un consensus sur un plan de développement d'un quartier, tout ce qu'on va trouver à faire, c'est du patchage, c'est du patchwork. C'est-à-dire chacun va avoir son projet collé à un côté de l'autre, mais globalement, ça ne donne pas le développement d'une ville. Et là, tu te souviens d'une autre règle qui est importante. Il ne faut pas mêler deux choses, croissance et développement. Ce n'est pas la même chose. Ça peut se retrouver, mais ce qui est développement est beaucoup plus complexe. Le développement, ça suppose l'harmonie, l'équilibre, le respect des lieux, des personnes. La croissance, tu pognes l'espace puis tu grossis. C'est ça la croissance. La croissance, tu montes, tu fais large. Tu fais l'économie au sens brutal du terme. Alors que le développement, ça se fait dans le respect des gens, dans le respect des lieux, dans le respect de l'histoire. Et là, tu t'aperçois que ce qu'il faut, c'est que les gens qui t'accompagnent dans ta recherche d'idées soient des gens qui connaissent l'histoire du lieu. Souvent, on a des préjugés, mais on ne connaît pas l'histoire du lieu. Les touristes qui se promènent dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Montréal, ils ne connaissent pas l'histoire du lieu. Il n'y a pas vraiment d'efforts substantiels qui ont été faits. C'est sûr que vous allez trouver des appareils qui vont vous le dire à l'oreille. Ce n'est pas la même chose que quand vous pouvez entrer puis que vous voyez qu'ici, il y avait une communauté religieuse qui s'occupait des orphelins, qui s'occupait des enfants seuls et qui avait tous les petits lits sont encore tous là, dans ce bâtiment-là, puis que les heures sont disparues parce qu'il n'y en a plus, mais que c'était quand même là que se trouvait le foyer d'accueil des enfants abandonnés. Et souvent, les enfants abandonnés, ce n'était pas parce que les gens n'en voulaient pas, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens. À l'Hôtel-Dieu, puis j'imagine qu'à l'Hôtel-Dieu de Montréal, ça doit être la même chose, il y a un endroit, il y a une porte, puis à côté de la porte, il y a un tourniquet. On peut passer un colis à peu près cette taille-là. Ce tourniquet était l'endroit où les gens allaient déposer un bébé. Habillé, ils le mettaient là-dedans, puis ils tournaient le tourniquet. Et les religieuses allaient le chercher de l'intérieur, puis ils s'en occupaient par la suite. C'est assez émouvant quand on pense que c'est comme ça que ça se passait dans ce temps-là. Il ne s'agit pas de revenir à ça ici, mais il faut se souvenir du moment de naissance d'une ville. Puis tu t'aperçois que quand la ville est née, il y avait au cœur de cette ville, il y avait les fonctions médicales, il y avait les fonctions pédagogiques, il y avait les fonctions
à la limite d'entraide, de solidarité. Il y avait l'Église catholique essentiellement, mais à Québec comme à Montréal, on a eu d'autres églises qui sont venues, d'autres dénominations religieuses, les Écossais, les Irlandais, les Anglais, que nous, francophones, quand j'étais jeune, moi, on mêlait tous ensemble. Un Écossais, un Irlandais et un Anglais, c'était pareil, là. Mais quand tu leur parles à eux autres, ils vont t'expliquer que c'est pas pareil. Puis en Écosse, ils sont en train de leur expliquer que c'est pas pareil, actuellement. Que l'Écosse, c'est l'Écosse, puis c'est pas l'Angleterre, puis ainsi de suite. Et tu t'aperçois que ta ville a cette complexité dans son cœur, dans son milieu. Et il faut que tu la partages. On est allé un peu plus loin dans notre réflexion, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas d'argent pour faire ça. Ce n'est pas à 187 000 habitants que tu es capable de payer ça. Un. Deuxièmement, est-ce que c'est à eux, ces habitants-là, de payer ça? Essentiellement, non. Donc, tu dis, on va aller voir les gouvernements. Et là, j'ai fait comme tous les maires de toutes les époques. J'ai mis mon plus bel habit, puis je suis allé voir les autorités gouvernementales pour leur demander de s'associer à un projet global de réhabilitation du centre-ville de Québec dans l'optique du 400e anniversaire. Il faut que tu trouves une cible qui va les motiver à embarquer parce qu'il faut qu'il y ait une place dans ce train-là. D'abord, on était à 15 ans de l'événement. Alors, pour beaucoup de politiciens, 15 ans de l'événement, ça n'existe pas. Tu ne peux pas penser aussi longtemps que ça d'avance. Là, ça n'a pas de bon sens. Le court terme est plus payant. Et la réponse était non, partout. Poliment, mais non. Il y avait le ministre de l'Industrie et du Commerce de l'époque qui s'appelait Gérald Tremblay, qui est devenu maire de Montréal pendant un certain temps, et qui m'a répondu, mais si tu veux de l'aide, on peut t'aider à faire un parc industriel en haut, au sol. Ben non, pas ça que je veux. Je veux réhabiliter le parc industriel qui est au cœur du quartier Saint-Malo à Québec et qui était le parc industriel de la fabrication de munitions et de trucs qui supportaient l'armement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, il n'y a pas de budget pour ça. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas réhabiliter ça. Alors là, tu apprends une chose, c'est que si tu passes ton énergie à quêter auprès des gouvernements, il y a deux choses qui sont vraies. Tu vas passer ton énergie à faire ça, et deuxièmement, tu n'auras pas de scène. À partir du moment où tu te mets ça dans la tête, tu l'avales comme il faut, là, peut-être tu expliques ça à tes collègues. Je suis revenu à la phrase de Kenneth Greenberg qui venait nous rapprocher de ça et qui avait dit « Ton économie n'est pas suffisamment forte à Québec pour supporter la relance économique du quartier Saint-Roch. » Ça, on avait une bonne idée de ça, parce que Québec n'est pas une ville qui respire rapidement sur le plan économique. Ça respire tout doucement. C'est une ville de fonctionnaires, c'est une ville de gouvernement, et c'est pas une ville en développement économique fort. Mais tu notes que les forces de ta ville, c'est quoi? Il faut que tu écoutes ta ville. Puis ta ville va s'exprimer par les touristes, elle va s'exprimer par les citoyens. Qu'est-ce qu'ils nous disaient de Québec quand on regardait les enquêtes qui étaient faites? C'est une belle ville. Tu notes le mot « belle ». C'est une ville propre. Tu notes le mot « propre ». C'est une ville sécuritaire. Les gens se sentaient en sécurité. Sécurité. Puis tu as quelques mots-clés comme ça. La règle qu'on s'est donnée, c'est que, comme tu n'as pas d'argent, essaye pas de faire des montagnes où il n'y en a pas, mais essaye d'amplifier ce que les gens pensent que tu es et ce que tu veux que ce soit. La ville est propre, fais-la encore plus propre qu'avant. Ça va être facile de marquer que la ville est encore plus propre qu'avant. Tu es obligé de tout refaire comme à Paris, des plans de nettoyage là, sur plusieurs années. La ville est sécuritaire, arrange-toi pour qu'elle le soit encore davantage si c'est possible. Et on a enlevé dans la ville des policiers en uniforme dans les périodes touristiques pour les remplacer par des policiers en civil qui marchaient avec les touristes, qui étaient habillés comme les touristes, qui n'étaient pas habillés comme des... Ça n'avait pas l'air d'une police en vacances, là. Ça avait l'air d'un touriste. Et quand il y avait un problème, ces gens-là n'intervenaient pas, ils appelaient les policiers en uniforme. Mais il n'y en avait pas beaucoup de problèmes. Donc, la perception que c'était une ville sécuritaire venait du fait que tu voyais des officiers en uniforme, mais tu n'en voyais pas beaucoup. Puis que finalement, tu en avais peut-être un à côté de toi, mais tu ne le savais pas. Donc, cette perception de ville sécuritaire attire les gens, attire une population touristique, surtout si elle est plutôt vieillissante, comme ça avait commencé dans le temps. Et
le troisième point, c'est une ville historique. Et ça, on ne pouvait pas le nier. C'est la plus ancienne ville au nord du Mexique. Donc, on va essayer de partager l'histoire, de la protéger puis de la faire connaître. Mais dans un mouvement qui associe la population, qui associe les gens que ça préoccupe. On a nos valeurs, on a ce qu'il faut pour avancer. Et c'est comme ça qu'on a choisi de faire ce qu'on a choisi de faire au centre-ville, à Saint-Roch. Mais en même temps, la vie continuait. Le ministre Landry venait d'accorder à Montréal un statut particulier en matière de développement des entreprises de haute technologie, notamment dans le design, dans l'informatique, etc. Alors là, j'ai fouillé dans la panoplie des vieux outils des maires de Québec et j'ai sorti la phrase qu'il fallait. Et moi, j'en veux, moi aussi. Je suis la capitale et blablabla. Ils ont dit, ben, faites-nous une proposition. À Montréal, il y avait des buildings pour ça. Nous autres, on n'avait pas les buildings pour ça. Il y en avait un. Il y avait le building qui appartenait au Soleil, qui était déménagé en Haute-Ville, laissant le building du coin de la rue abandonné, à être occupé. Et on a décidé de convenir avec les propriétaires, je ne me souviens plus qui ils étaient, là, d'installer dans l'édifice du Soleil un centre des techniques de l'information. CDTI, s'il te plaît. Et là, Landry est venu, puis il l'a inauguré, puis il y avait des avantages pour ceux qui se développaient à cet endroit-là. Mais on a tenu à garder dans le frontispice de l'édifice, là, le nom, le Soleil avec son sigle. En se disant secrètement, ils vont peut-être regretter d'être partis un jour, puis deuxièmement, il faut se rappeler que c'est ici que le journal a vécu très, très longtemps. Et on s'en va, puis on redécouvre comme ça des outils de centre-ville qui sont enfouis, qui sont cachés, qui sont partout. Ça ne te donne pas un plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, c'est dégagé quand on a pris conscience que le 400e, c'était dans 15 ans. Vous allez me dire, ou dans 20 ans, je ne me souviens pas du temps, c'est loin. Mais si tu veux faire des choses qui vont durer, si tu veux faire des choses qui sont à la hauteur d'une ville qui se veut une capitale, il faut que tu commences longtemps d'avance. Puis si tu veux convaincre les gouvernements d'embarquer, il ne faut pas que tu leur fasses peur avec des demandes de subventions pour l'année prochaine. Mais des engagements qu'ils prennent sur des longues périodes, souvent, ils sont capables de les prendre parce que ça ne leur dit pas grand-chose non plus. C'est comme ça que les Britanniques ont récupéré Hong Kong, que les Chinois ont récupéré Hong Kong des Britanniques. Ils ont proposé que le problème va se régler de telle et telle façon, mais dans 25 ans. Tous les politiciens qui ont signé ces papiers-là disent dans 25 ans, nous autres, on ne sera plus là. Alors, on signe. Mais 25 ans, à l'échelle chinoise, c'est vite passé, mais à notre échelle aussi. De sorte qu'on s'est dit, pour le 400e, on ne peut pas avoir un quartier au centre qui est délabré, qui est un exemple de non-urbanisme. Et on n'a pas d'argent. Puis là, quand on sait à peu près ce qu'on veut, bien là, ça commence à rouler assez vite. Ça commence à rouler assez vite. Il y a des gens qui commencent à y croire. D'abord chez les professionnels, et ensuite chez certains investisseurs qui comprennent ce que tu veux faire parce que tu n'as plus le temps de l'expliquer. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas, mais il faut que tu prennes le temps de leur expliquer ce que tu veux faire. Puis ça commence à rouler tranquillement dans ce sens-là. Arrivent des investisseurs qui décident que là où il y avait le mail, ils achètent les trous pour pas cher et qui font venir là des commerces qui ne sont pas des commerces de centre d'achat. Les autres avaient compris cette partie du métrage. Quand tu vas voir le magasin de jouets Banjo à Québec, sur la rue Saint-Joseph, ben, ce n'est pas la même chose que Toys R Us. Pas du tout la même chose. Quand tu vas voir les restaurants qui sont là, ce n'est pas le fast-food de Place Laurier ou des Galeries de la Capitale. Et là, le quartier commence à prendre une certaine forme. Le côté ludique du quartier est important. La promenade. Mais tu n'as toujours pas d'argent pour faire tes affaires. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, où est-ce qu'il est l'argent? C'est ça que Greenberg nous avait dit. Travaille avec tes propres outils. Ah oui, mais on n'a pas d'outils. Oui, tu en as plein. Tu ne t'en souviens pas? Ben non, on ne s'en souvient pas. Il dit, une ville, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des trottoirs. Ça fait de l'éclairage.
ça fait de l'assainissement, ça fait de l'embellissement. Toutes ces choses-là, ça t'appartient. Sers-toi de ça. Et là, on s'est mis à réfléchir en ce sens-là. Faire plus de ce qu'on pouvait faire de mieux avec ce qu'on avait. Ça a roulé comme ça un bon bout de temps. À un moment donné, on voulait de l'investissement dans le trou, là où il y a le jardin, autour, pour pouvoir décider de faire le jardin. Et c'est Winnie Fawn, qui était la vice-présidente du comité exécutif, qui s'occupait aussi du dossier d'urbanisme, qui est danoise de culture, qui parle français avec un fort accent anglais et un peu danois. Je ne connais pas l'accent danois, mais à mon avis, c'est ça qui venait teinter son accent anglais, qui était la numéro 2 des élus de la ville. Il faut le faire à Québec, ça, là. Tu sais, avoir le numéro 2 qui a ce profil-là. Elle est professeure aujourd'hui à l'Université du Québec à Montréal, une femme extraordinaire, et qui nous a parlé d'expériences européennes à inclure là-dedans. Et c'est là que l'idée de faire au cœur du développement un jardin, le jardin Saint-Roch, est née. Mais là, ceux qui nous traitaient de pelleteux de nuages, quand ils ont vu qu'on s'en allait faire un jardin, avant même d'avoir eu une seule nouvelle construction autour, ils ont dit, ils sont complètement fous, là. Habituellement, quand tu construis une maison, tu fais tes jardins quand tu as fini. Tu places ta terre et tu fais ça. Tu ne commences pas par faire le jardin puis construire le milieu. Mais nous autres, c'est ça qu'on faisait. Pourquoi? Il y avait une raison. On voulait que les gens du quartier comprennent qu'on est là pour rester. On n'est pas là pour tendre des pièges à des entreprises qui sont des canards boiteux, qui vont venir manger une subvention puis qui vont mourir sur place. Et les gens l'ont compris. Mais pour aller plus loin de ce côté-là, il fallait qu'on pose des gestes qui rendaient les gens du quartier fiers d'être restés. Puis d'autres, contents d'y revenir. On a misé sur l'effort que Landry nous permettait de faire pour la nouvelle technologie. Et de l'ancien mail, on a fait le tour de tous les marchands pour leur demander s'ils acceptaient de faire en sorte que leur bâtiment soit relié par la fibre optique, etc., 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 pour que des entreprises puissent s'y installer. Et c'est devenu notre centre à nous, de haute technologie. C'est là que sont installées des compagnies qui fonctionnent bien dans ce sens-là. Et ça a marché. J'ai appelé le premier ministre Parizeau à l'époque, puis je lui disais, M. Parizeau, il faut que vous nous donniez un coup de main. Ça va coûter combien? Bien, ça ne coûtera rien au début. Puis ça m'a rappelé une phrase de Jean Drapeau que j'ai regretté d'avoir dite. Parce que quand il était venu nous voir pour les équipements olympiques, j'étais au Conseil des ministres, puis pour le stade, ça va coûter combien? Ça ne coûtera rien, c'est comme une baignoire. Et on avait acheté ça, puis ça a coûté quelque chose. Et je dis à M. Parizeau, ça ne coûte rien. Tout ce que je vous demande à ce moment-ci, c'est de prendre une décision. L'École nationale d'administration se préparait, avec le ministère de l'Éducation, à s'installer quelque part. Et il y avait deux écoles où elle s'installait pas loin de l'Université Laval, où elle s'installait, ce qui était l'école prédominante, à mon avis, à Montréal, avec une partie qui avait déjà commencé à se développer avec l'Université du Québec. On n'a pas d'Université du Québec à Québec à ce moment-là. Fait que je dis à M. Parizeau, j'explique un peu au téléphone, il dit, êtes-vous libre samedi matin? Je dis oui. On s'est rencontrés là où, en plein milieu de ce qu'est le Jardin Saint-Roch aujourd'hui. Il pleuvait, nos parapluies, puis là, je montrais ce qu'on voulait faire, puis j'expliquais ça, etc. Puis j'ai dit, ce que je veux que vous fassiez, c'est de prendre la décision d'installer les nappes ici, à côté du siège du gouvernement. C'est l'école de l'État. Ça ne peut pas être loin du Parlement. Puis tu plaides, là, tu dis ce que tu penses qui va marcher. À la fin de la conversation, il me dit « D'accord ». Parizeau, il était comme ça. Quand il disait « D'accord », moi, j'étais content, mais les autres au ministère de l'Éducation, ils n'ont pas aimé ça. Alors, ils sont revenus en disant « Oui, mais ça va coûter cher, ça, ces choses-là, etc. » Alors, la ville, on a dit « On va vous donner le terrain pour construire les nappes. » Là, ça a été un moment de silence. Ils sont allés en appel d'offres. On a soumissionné comme ville. On a donné le terrain, puis on a gagné l'appel d'offres pour accueillir les nappes. Et tout a commencé à rouler autour de les nappes. Les nappes, la téléuniversité, en face, l'INRS, puis au cœur, il y avait le jardin. Le jardin avait généré finalement un niveau de confiance qui permettait aux institutionnels de venir s'installer. Il n'y a rien de mieux que les institutionnels dans une ville parce que ça paye des taxes. Petit coup pas après, ça arrive. Et là, ça s'est développé. Et Saint-Roch s'est mis à rouler. Dans l'habitation,
on a demandé aux architectes de nous faire des propositions d'habitation conformes aux gabarits du quartier, aux matériaux du quartier. Il faut que ça ressemble, non pas à « tassez-vous les vieux, tassez-vous les pauvres », à quelque chose qui vient s'insérer là et qui s'adressait, dans le fond, aux jeunes qui travaillaient dans le domaine des multimédias, en face. Et on a construit, le long de la falaise, là, Côte d'Abraham en arrière, on a fait construire, on a donné des permis pour construire du logement qui avait ce profil-là. Aujourd'hui, c'est complètement occupé. Et un condo à l'époque, c'est vrai que c'était il y a longtemps, là, mais dans les années 92-15, les jeunes achetaient ça pour 65 000 $. Mais pour l'époque, quand tu gagnes pas cher, ben, c'était beaucoup d'argent. Mais ça évitait la gentrification. Puis là, j'avais toujours mes coachs de l'Université Laval derrière la tête qui me disaient « il faut éviter la gentrification, il faut faire ci, il faut favoriser le transport en commun, il faut faire ça ». On n'a toujours pas beaucoup d'argent. On a mis une équipe en place qui s'est mise à faire le monitoring et à surveiller les projets réguliers des gouvernements. C'est curieux comme il y en a de l'argent là-dedans. Mais on les identifiait. Ici, on peut aller chercher ça pour telle chose. Et ils ont ramassé des projets gouvernementaux pour lesquels on a fait application. Puis là, où tu es conforme aux normes, puis tu as l'argent, ou tu n'es pas conforme, puis tu ne l'as pas. On a commencé à faire entrer de l'argent avec ça. Quand ils sont arrivés avec le programme des infrastructures, on était prêts. On voulait que les infrastructures et l'ensemble des élus de la ville étaient au courant de ça, se concentrent à cet endroit-là. Même ceux qui venaient des quartiers périphériques de la ville de Québec étaient d'accord pour qu'on aille jusqu'au bout avec ça. De ce que les quotas qu'on avait pour les infrastructures, on les a concentrés sur Saint-Roch. Le ministre de l'époque, qui s'appelait Claude Ryan, qui est un résident de la rue Saint-Sacrement ici pendant longtemps, me téléphone. Oui, il me dit, mais j'ai des plaintes des députés autour qui n'ont pas reçu leur part. Je dis ça, monsieur le ministre des Affaires municipales, c'est vous qui avez dit qu'on prenait nos décisions puis qu'on choisissait nos projets. C'est ça qu'on a fait, on était prêts. Il dit, c'est correct. Il ne m'a pas écœuré plus que ça. Alors, ça a bien été. Puis on a roulé. Il me reste 7 minutes, je vois ça, le temps qui passe, là. J'aurais voulu vous permettre de me poser quelques questions. Si je résume le tout maintenant, ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'il faut que tu associes la population. Il faut que l'objectif soit de redonner de la fierté à des gens qui en ont besoin, qui en ont manqué. Et quand tu fais des lampadaires, tu n'essayes pas de tourner le dos au passé. On a mis autour du Jardin Saint-Roch, par exemple, les mêmes lampadaires qu'il y a sur la terrasse du Franc à Québec. Ça a l'air de rien. Mais pour les gens de Saint-Roch, c'est mauditement important qu'eux autres aient la même chose que les gens de la Haute-Ville. Ça éclaire pas mieux, mais c'est beau. On aurait pu avoir des modernes qui étaient aussi beaux. On a eu un chargé de projet unique pour l'ensemble de ce quartier-là, qui est un haut fonctionnaire de la ville, et c'est lui qui était le patron. Quand les travaux publics voulaient faire quelque chose, il fallait qu'il passe par lui pour avoir une harmonie dans tout ça. La cascade qui est là dans Saint-Roch n'est pas nécessaire. Il n'y a pas d'eau qui coulait là. C'est un équipement de piscine, ça. L'eau est repompée puis elle redescend en cascade là-dedans. Pourquoi? C'est un lien symbolique entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. C'est ça qu'on voulait faire. Et un lien qui fait que quand tu es là, tu n'entends presque rien, tu entends le bruit de l'eau. C'est apaisant, c'est reposant, et ton jardin est autour de ça. Le jardin est conçu pas pour faire des manifestations. On a planté des ronces à certains endroits pour que ce soit inconfortable quand on veut s'y installer. C'était volontaire, ça. Mais à côté, il y a une autre parcelle où on peut faire des activités de festival, etc. Et ce jardin-là est un lieu de repos, au cœur de la vieille ville malade. Et comme ça, Saint-Roch s'est retapé. Et Saint-Roch est devenu un endroit qui s'est lui-même changé de nom à certains points de vue, le nouveau Saint-Roch, nouveau VO, Saint-Roch. Il s'est rebaptisé par fierté. À chaque fois qu'une entreprise arrivait, on l'accueillait dans le quartier. Et on l'accueillait en faisant une réunion avec eux, puis on invitait les commerçants du quartier à se présenter aux employés de cette entreprise-là qui voulaient bien venir dans le quartier. Nous, on est un dépanneur, nous, on est ci, on est ça, on est ça. Puis ils donnaient des coupons rabais dans leur commerce pour que les gens prennent l'habitude d'aller faire du commerce dans le quartier. On a réuni les chauffeurs de taxi pour leur expliquer qu'est-ce qu'on voulait faire puis où on voulait aller. Ils sont venus plusieurs, beaucoup. Et pourquoi? Parce que ces gens-là parlent à tout le monde. S'ils savent qu'est-ce qui s'en vient, puis il y a des questions qui sont posées, ils sont capables de l'expliquer. Quand un projet commençait, on s'arrangeait pour en finir une partie
avant la période de l'élection, pour que les gens voient qu'il y a des choses qui se finissent. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir 50 chantiers puis pas en finir un seul. Ça, c'est effrayant, ça coûte cher, parce que tu es toujours pris dans les travaux, partout. Moi, j'avais connu ça à Bruxelles, dans la ville de Bruxelles. Tu es toujours pogné dans les travaux à Bruxelles. Mais il n'y a rien qui se finissait. En tout cas, on avait la perception qu'il n'y a rien qui se finissait. À Québec, on s'est dit, on va faire des petits bouts. Quand on a réhabilité la rivière Saint-Charles, qui était le cadeau qu'on se faisait, la ville, pour le 400e, c'est 10 ou 11 kilomètres. Si tu essaies de réhabiliter 11 kilomètres de rivière, tu vas avoir un tas de gens contre toi. On en a fait 500 mètres devant le parc Cartier-Brébeuf, complété. Un échantillon, une dégustation. Là, les gens sont venus, ils ont trouvé ça beau, ils se sont promenés. Il y avait l'espace piéton, l'espace cycliste, etc., la végétation. Les murs qui venaient cerner la rivière étaient tombés en partie. On les avait sciés à la hauteur de l'eau pour permettre la revégétation. Les gens ont trouvé ça beau. Tu as ton permis de continuer pendant 10 ans, tu n'as pas de problème. Et ainsi de suite. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Je pourrais continuer encore. Il me reste 4 minutes. Avez-vous quelqu'un qui a... As-tu 4 questions? J'arrête là, puis je vous donne le temps de questions si vous en voulez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ça commence. Partez du point de vue que moi, je ne vois rien ici, là. Quand vous êtes arrivé dans Saint-Roch, la population était de combien? C'était à peu près 2500. 2500, dont la majorité mal pris. Comme je disais, qu'il n'y avait pas les moyens d'aller à Sainte-Foy, d'aller ailleurs. Aujourd'hui, c'est autour de 4500. Ça a augmenté, mais c'est surtout des jeunes. On voulait offrir cette ville aux jeunes, haute technologie, les jeunes. Et ça, c'était les expériences que j'avais tirées de mes rencontres, là, dont je vous ai parlé. On réunissait, à un moment donné, on s'apercevait que les gens venaient nous voir en disant « Moi, je veux faire quelque chose, mais la banque ne veut pas me prêter. » Quelle banque? La Caisse populaire. Prends le téléphone, appelle la Caisse populaire. Pourquoi vous ne voulez pas prêter? Bien, c'est parce que c'est dans un quartier dangereux, les édifices ne sont pas habités, le feu, etc. C'est comme ça. La Caisse populaire, qui était là, était présente, avait refusé plusieurs fois des prêts. La communauté urbaine que je présidais, notre compte courant, qui était d'une couple de millions, tout le temps, en permanence, était à la Caisse populaire. J'ai dit, gars, vous fermez le compte de la Caisse. Ce n'est pas un quartier qui est sain pour le développement. Ça n'a pas été long. Une semaine après, la Caisse, hey, pourquoi vous avez fait ça? J'ai expliqué pourquoi on faisait ça. Vous ne voulez pas être partenaire du quartier, pourquoi on se sert de vous autres? Et puis ça s'est replacé. On a maintenu notre compte, puis on a prêté. Les assurances, la même chose. Ils ont des quotas qu'ils ne peuvent pas dépasser pour les risques. Puis là, ils refusaient d'assurer quelqu'un qui achetait un vieil édifice. Tu rencontres les gens des assurances, l'association des assureurs, etc. Puis ils t'expliquent qu'ils ont des quotas. Je dis, voulez-vous qu'on fasse une conférence de presse à chaque fois que vous refusez d'assurer quelqu'un dans le quartier? On peut vous organiser ça. On dit, mais non, on va vous trouver quelqu'un qui va vous couvrir. Puis finalement, ils sont réembarqués. Moi, je réunissais des gens d'affaires une fois par mois à la fabrique, qui était l'ancien Dominion Corset, pour leur expliquer où c'est qu'on allait, etc. Et les gérants de caisse, les gérants de banque, les chefs de comptoir dans les assurances, eux autres, il fallait qu'eux autres comprennent. Parce que c'est eux autres qui prenaient les micro-décisions qui touchent le quartier. Ce n'était pas le président de la banque. Je me rends compte que vous avez vécu ce qu'on a vécu, nous, dans le Vieux-Montréal. C'était les mêmes préoccupations. On ne pouvait pas avoir d'assurance, on ne pouvait pas avoir de financement. Il faut prendre les mêmes outils que les autres. À un moment donné, il faut élever le ton, même si on n'a pas les dents qu'il faut pour les mordre. Oui, mais à ce moment-là, on n'avait pas un maire qui faisait ça. Ça, c'est pas... le maire tout seul ne peut rien faire. Le maire doit travailler en équipe. Son équipe, c'est ses élus. Puis ces équipes-là ont des écoutes. Moi, que la population suive ou pas ce qu'on faisait, à la limite, ce n'était pas important que ce soit en volume. Mais aussi longtemps que j'avais des leaders communautaires qui comprenaient, même si ça ne les touchait pas directement, qu'on était en train de réussir quelque chose, les gens embarquent. Les gens s'associent facilement, et les élus aussi, au succès, mais fuient la défaite. 44 secondes. Monsieur. J'aime ça, cette affaire-là. Il y a une question ici, oui. Bonjour, Monsieur le maire. Mon nom est Normand Parisien, directeur de l'Association pour Transport 2000 Québec, ici, dans le Vieux-Montréal. On est une association nationale et vous êtes ex-maire de la capitale, Monsieur le maire, donc le maire des maires. Et vous savez, le Vieux-Montréal, vous avez parlé de dignité, de fierté.
Et on n'a pas beaucoup de temps pour retrouver ça parce qu'il ne reste même pas 3 ans avant de célébrer les fêtes du 375e anniversaire de Montréal. Parce que à l'origine, Montréal, ça s'appelle Ville-Marie. Et c'est un territoire qui part de l'île Sainte-Hélène, qui va jusqu'au Mont-Royal. C'est à peu près juste ça. Et on est à l'origine de cette ville, cette métropole. Et bon, cette fierté a diminué un peu au fil des ans parce que le vieux Montréal a failli disparaître déjà. Et dans les années 70-80, les banques ne voulaient même pas prêter à ceux qui voulaient acheter dans le vieux Montréal. C'était vraiment une zone sinistrée, là, à peu près. Et aujourd'hui, le vieux Montréal est en pleine renaissance. Alors, mais il y a toujours ce risque d'étouffement parce que le vieux Montréal est enclavé autour d'un vaste territoire qui est la métropole. Et ce qui était la Wall Street du Canada, c'est-à-dire la rue Saint-Jacques aujourd'hui, mais les banques, après avoir filé de chez vous à Montréal, elles ont filé de Montréal vers Toronto. Alors, là, on a Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire encore en 2 ans et demi, d'ici les fêtes du 375e? Alors, vous dites que 15 ans, c'était déjà proche, alors 2 ans et demi. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas où sont rendues les fêtes de Montréal. Mais mon préjugé, là, je ne le dis pas pour publication, là, mon préjugé, c'est que pour le monde, un anniversaire, c'est des centaines ou des demi-centaines, mais 3,75, 3,25, ce n'est pas des vrais anniversaires pour les gens dans la rue. Hein. Deuxièmement, ce que tu dois faire à l'occasion d'une fête qui célèbre ton anniversaire, c'est de te préparer au 400e. Ça, il n'est pas trop tard. Il faut que ce qu'on fait pour le 375e soit, à certains points de vue, une répétition de ce que vous voulez voir amplifié pour le 400e. Puis il faut y travailler longtemps d'avance si vous voulez avoir les ressources pour le faire. Je me souviens plus où j'étais dans ce temps-là, mais j'étais dans le privé, je n'étais pas en politique. Jean Doré m'avait demandé, en même temps qu'un confrère qui avait été chef de cabinet de Pierre Trudeau, il nous avait invités à son bureau, puis il nous avait dit 350e. C'était dans 2 ans. On lui avait dit poliment, oublie ça, là. En 2 ans, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas réunir tous tes amis. Pour le 375e, il y a des choses qui sont parties, là. Moi, j'ai eu le privilège de présider Mission Design, qui est installée surtout à Montréal, puis qui s'adresse à tout le Québec. Et les gens du design se sont regroupés ensemble. Ils ont obtenu que des congrès importants se réunissent à Montréal à l'occasion du 375e. C'est important parce que Montréal a fait des pieds et des mains pour être reconnue ville internationale du design par l'UNESCO. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça, c'est une pierre sur laquelle on peut travailler. Mais c'est difficile de le faire uniquement en s'appuyant sur les associations professionnelles qui sont souvent petites et qui n'ont pas les moyens. Le gouvernement du Québec devrait se souvenir de ça. Puis s'il veut aider, qu'il donne des sous pour les événements comme ceux-là, qui viennent amplifier ce que vous avez déjà. Alors, vous avez raison de souligner que c'est ni la fin de quelque chose, ni le début de quelque chose. C'est seulement une étape dans l'histoire. C'est une étape vers la grande fête qui va être le 400e. Mais faites attention parce que les événements, uniquement l'événementiel, ça peut donner des gros maux de tête sur le plan budgétaire, un peu comme quand on a pris une brosse, puis ça a été le fun là, de la soirée, mais le matin, c'est plus dur. On ne peut pas bâtir l'avenir d'une ville sur l'événementiel. Il peut y en avoir, il faut qu'il y en ait, puis il faut qu'il soit à échelle des ressources qui deviennent disponibles. Quand on a fait l'expo à Montréal, c'était nécessaire de donner un coup majeur pour que Montréal se mette sur la carte. C'était l'objectif de Jean Drapeau à ce moment-là. Et le métro, etc., ça ne se serait pas fait sans ça. Mais en même temps, les fonds ont manqué pour garder les infrastructures à un niveau acceptable. Et on s'est embarqué dans autre chose, là. Parce que les gens ne sont pas prêts à tout porter sur leurs épaules quand ils habitent la ville-centre. Montréal, c'était comme Québec, c'était la ville-centre. À 185 000 habitants à Québec, tu ne peux pas rêver d'un amphithéâtre nouveau. Maintenant, on est plus de 500 000. Ça fait une poche un peu plus grande. Puis surtout qu'on a la cassette de la ville de Sainte-Foy, comme si vous aviez la cassette
je ne sais pas moi, Ville-Saint-Laurent ou quelque chose comme ça. Là. Mais vous faites bien de mentionner ça parce qu'il y a l'événementiel, il y a Expo 67 et les Jeux olympiques d'été de 76. Et Expo 67 a permis à Montréal de se projeter loin dans l'avenir et de développer un système de transport structurant. Mais pour ce qui est des Jeux olympiques d'été, bien, ça n'a pas donné du tout le même résultat, contrairement à d'autres grandes villes dans le monde. Et ce 375e peut nous aider. Mais je reviens à ce que vous disiez au début. Quand on est une ville, on est au croisement de 3 niveaux de priorisation. Le fédéral, le provincial, le municipal, puis là, on a ajouté le régional, puis le sous-régional, etc. On est pogné là, dans une plotte de laine, là, puis on ne peut plus tricoter du tout sa ville avec ça. Et l'exemple que j'utiliserais si j'étais dans une autre conférence, si vous me l'avez invité, ça va être l'exemple de Mirabel, qui a été largement responsable de l'arrêt de développement de Montréal, parce que, précisément, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire à l'époque. Il fallait développer le corridor Montréal-Mirabel dans son pourtour, mais les gouvernements ne voulaient pas. Le gouvernement provincial, qui était celui de l'Union nationale, ne voulait pas. Il voulait développer le corridor de Drummondville. Et quand on chicane, on n'arrive à rien. On arrive à démolir un équipement qui, à l'époque, a coûté 2 milliards. Mais ça, c'est des dépenses tellement grosses que le monde ne les voit pas passer. Ça ne veut rien dire. Démolissez un équipement de 200 000 vous allez en entendre parler. Eh bien, merci beaucoup, M. Lallier. On va vous revoir tout à l'heure.